Cela dit, je pense aussi que beaucoup de choses sont passées faisant partie de notre culture alors qu'elles y sont par effraction. Je vous donne l'exemple de la lutte avec frappe. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je considère que la lutte avec frappe ne fait pas partie du patrimoine culturel du Sénégal. Ce qui fait partie du patrimoine culturel du Sénégal, c'est le mbapat qui existe dans la plupart des ethnies sénégalaises. Ces formes de lutte qui clôturent la saison hivernale et magnifient les récoltes. Ces joutes fraternelles qui faisaient que les jeunes paysans, après avoir eu une saison culturelle à succès, se défoulaient entre eux par des mouvements gymniques et par des luttes où ni la haine, ni la compétition, ni le désir de figurer l'autre ne faisaient partie. Lutte de fraternité au cours desquelles les jeunes filles en âge de se marier essayaient de lorgner celui qui pourrait être leur futur mari et après s'en ouvraient à leurs parents qui, eux, feraient les démarches nécessaires auprès de la famille adverse. Je pense que c'est un coopérant français, entraîneur de boxe, qui a introduit ici la notion de frappe et vu les dégâts que ça cause, tant au niveau du public qu'au niveau du faciès des lutteurs, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense également que la danse, telle que nous la connaissons dans la plupart des ethnies sénégalaises, n'est pas la danse exhibitionniste à la fois du sexe et des atouts intérieurs de la femme. Doumbé à la danse du Yela, des danses Bambara à la danse des ethnies du Fongolimbi et du Sénégal oriental, je ne vois pas trace d'austérité. Je vois plutôt des chorégraphies qui expriment des sensibilités et disent une histoire. Je pense que par des mensonges successifs qui se sont stratifiés au point de paraître des vérités publiques, nous avons laissé s'imposer à nous une notion du monde qui nous est étrangère. Et je crois qu'il est temps, si nous voulons véritablement changer la trajectoire historique qui nous est imposée depuis 3 siècles, d'aller plus au fond des choses et de redonner la parole à certains anciens qui sont parmi nous, qui pourraient témoigner de la vitalité et de la vivacité de nos formes intérieures de résistance qui ont fait que, en dépit de 3 siècles de compagnonnage avec l'Occident, nous n'avons pas pu encore nous résoudre à perdre ce que nous avons d'essentiel. Alors, à votre question, la culture peut-elle être un levier pour le développement? Je répondrai, c'est à la limite le seul levier pour un véritable développement. Si vous prenez les États-Unis, où l'on croit que c'est l'industrie de l'armement qui est la première de devise, non, c'est la culture, appelée là-bas l'entertainment. Il est vrai que c'est l'industrie culturelle qui fait que les États-Unis sont une puissance qui diffuse sa manière d'être à travers le monde entier. Des films au théâtre, à travers la musique, à travers tous les événements et actions que produit l'industrie culturelle, nous sommes tous envahis. La culture, c'est aussi pour nous le lieu de résistance. Parce que nous avons tant donné au monde. L'Afrique a apporté au monde tous les fondamentaux de sa musique. Du jazz à toutes les formes de rap actuelles, les racines profondes de ces musiques sont parties d'Afrique avec ses 30 millions de personnes dont a été ponctionné le continent, 30 à 150 millions de personnes, disent certains ouvrages, pour aller cultiver les plantations de l'Amérique du Nord. Oui,
la culture peut être un levier puissant de résilience et de développement. Je vais vous donner quelques exemples. Pour articuler ça à la notion de civisme que vous avez introduit dans votre question. Il y a, depuis avant la pénétration de l'islam, chez les peuples, ce que l'on appelle les 7 serments peuples. Les 7 serments peuples disent, je le récite de mémoire, Mi hulata, je n'ai jamais peur. Mi fenata, je ne mens pas. Mi janfaku, je ne trahis pas. Mi firtata adi, je ne trahis pas la parole donnée. Mi kalakorenda inetawami dawata, je ne marque pas le patrimoine commun. J'ai récité de mémoire, j'ai dû en oublier un ou deux, mais c'est vous dire l'esprit dans lequel on éduquait l'enfant, qui apprend depuis sa petite enfance un certain nombre de vertus fondamentales qui font un homme droit, un homme qui ne ment pas, qui ne craint rien, qui ne trahit pas, qui ne trahit pas la parole donnée et qui ne détourne pas les fonds publics mis à sa disposition. Je pense que nous avons des fondamentaux comme ça dans toutes les cultures et sous-cultures de notre région ouest-africaine, mais de l'Afrique elle-même. Je pense qu'en revisitant ces savoirs, en revisitant ces valeurs, on peut trouver des mécanismes pour les porter à la modernité. Et c'est le seul défi qui nous est posé. Faire que ces valeurs soient porteuses de sens, des sens qui soient des leviers puissants pour améliorer nos conditions d'être vivants sur cette planète. Mais le problème est que la colonisation nous a mis dans une posture de mimétisme. Nous avons quitté ce que nous étions, tenté de les suivre dans ce qu'ils sont. Nous n'y sommes manifestement pas parvenus. Et nous sommes ce que Cheikh Hamidou Kane appelle une nature étrange en détresse de n'être pas deux. Et c'est peut-être là qu'il faut voir tout le retard de l'Afrique. C'est que l'Afrique ne se connaît plus. Les Africains ne se reconnaissent pas dans le processus dans lequel, malgré eux, on les a engagés. Et les élites africaines ne sont pas à la hauteur des attentes de leur peuple. Car ce sont les élites africaines qui sont allées à l'école française. Et ce sont elles qui retournent les armes de l'école française contre leur peuple. Il faut qu'on se dise la vérité et qu'on commence à appeler un chat un chat. Le colon, il est parti depuis longtemps. Il a laissé des mécanismes. Et il a mis des hommes sortis de son école pour conduire ces mécanismes-là. Que se passe-t-il? Nos élites, depuis les indépendances, jouent avec les institutions, alternent entre elles, tiennent un langage étrange, pour ne pas dire étranger, à leur peuple, et jouent un jeu qui finit par devenir ridicule, dans la mesure où parfois il y a des photos de famille, quand je les regarde, et que je vois ces élites en cravate, en costard parfois mal taillé, en train de parler dans une langue étrangère à des populations qui ne comprennent pas le français. Bah, je parle en français, mais je sais la cible est réduite. J'aurais aimé parler dans une de leurs langues nationales pour parler à beaucoup plus de monde. Mais voilà le destin qui nous est fait. Le destin qui nous est fait est d'être dans un pays, le Sénégal, dit pays francophone, avec moins de 20% de personnes qui parlent le français. Et quel français? Si vous entendez le Sénégalais dans n'importe quelle administration parler une langue qui est plus proche du créole que d'autres choses, vous vous dites, il y a à s'interroger sur quel mérite notre pays a eu pour produire un secrétaire général de la francophonie et un académicien français. Donc, relativement à l'incifisme que vous
illustrer par tous ces déchets plastiques qui envahissent notre environnement. La seule solution, c'est l'éducation. C'est l'éducation et je vais vous donner une anecdote. Lorsque j'ai été affecté en poste au Canada, j'ai amené avec moi 2 personnes qui travaillent avec nous dans la famille comme femme de ménage depuis plus de 20 ans. Et j'en ai amené une qui n'a jamais fait l'école française. Arrivée au Canada, elle a été briefée rapidement sur le tri des ordures. Parce que dans la ville d'Ottawa où nous résidions, comment dirais-je, le tonneau vert est réservé aux aliments, le tonneau bleu au plastique et le tonneau noir, il est réservé aux journaux et autres boîtes en aluminium. Elle n'a jamais fait l'école. Mais elle a fini par être félicitée par les agents de la voirie, tellement son tri était parfait. Et on lui a appris ça, elle a dépassé la trentaine. Et elle a compris. Et elle s'y est fait. C'est donc dire que c'est une question d'éducation.